Le 12 janvier 1970 devait être une journée parfaitement ordinaire pour la famille Grimmer. Originaire de Bristol, en Angleterre, la famille avait pris la décision qui allait changer leur vie d'émigrer en Australie 2 ans auparavant. Installée à Illawarra, en Nouvelle-Galles du Sud, à l'auberge pour migrants de Ferry Meadow, la famille se composait de Carol, âgée de 26 ans, Vince, âgé de 24 ans, Ricky, âgé de 7 ans, Stephen, âgé de 5 ans, Paul, âgé de 4 ans et Cheryl, âgé de 3 ans. Le 12 janvier, les Grimmer prévoyaient de se rendre à la plage voisine de Ferry Meadow. Le seul absent de la sortie était Vince, qui travaillait comme ingénieur du génie de combat pour l'armée australienne et ne pouvait pas être présent. Alors que les enfants s'amusaient sous le chaud soleil d'été, le temps changea brusquement dans l'après-midi, vers 2 heures, lorsque le vent se leva, changea de direction et souffla du sable partout. C'est alors que Carol décida qu'il était temps de rentrer et commença à rassembler leurs affaires. Elle demanda aux enfants de se rincer ensemble dans le bloc de douche avant de partir. Cependant, 10 minutes plus tard, Ricky l'aîné informa sa mère que Cheryl, âgée de 3 ans, refusait de quitter les douches. Carol suivit immédiatement Ricky jusqu'aux douches, mais Cheryl n'y était pas. Alarmée, la mère de 4 enfants se précipita chez un voisin et leur demanda d'appeler la police. À peu près à ce moment-là, des témoins virent un homme portant une fillette dans ses bras qui rappelait Cheryl. Il aurait tenu la fillette pour qu'elle puisse boire à une fontaine d'eau, puis il a fui les lieux alors qu'elle était enveloppée dans une serviette. Cependant, on pense maintenant que les témoins se sont trompés et ont mal interprété cet incident car Ricky a dit à la police qu'il avait porté sa petite sœur pour qu'elle puisse boire à la fontaine. Les témoins auraient vu la scène, mais se seraient souvenus de Ricky comme étant plus âgé. Selon d'autres témoignages de l'époque, Cheryl avait été vue dans une voiture blanche. La police de la Nouvelle-Galles du Sud est rapidement arrivée sur les lieux. La disparition de la fillette a déclenché une vaste opération de recherche et après 24 heures, les autorités avaient établi 4 théories concernant l'endroit où se trouvait Cheryl. En annonçant ces informations à la presse, la police a déclaré qu'elle pensait qu'il était possible que Cheryl se soit cachée quelque part et se soit endormie, qu'elle ait erré jusqu'à l'océan et ait été emportée par les courants, qu'elle soit tombée dans un cours d'eau, ou qu'elle ait été enlevée par quelqu'un, probablement une personne aux intentions sinistres. Malgré 24 heures de plus, aucune trace de la fillette de 3 ans disparue n'avait été trouvée. Si Cheryl avait eu un accident ou s'était cachée quelque part, elle aurait probablement déjà été retrouvée compte tenu de l'ampleur de l'équipe de recherche. L'absence de tout signe de la fillette a conduit les enquêteurs à écarter les 3 premières de leurs hypothèses. La disparition de Cheryl était désormais considérée comme un crime. Elle avait été enlevée, ils devaient trouver le coupable. Munie de plusieurs pistes, la police a commencé sa recherche de la personne mal intentionnée responsable de la disparition de Cheryl. Ils ont suivi des pistes, dont le signalement d'une Volkswagen type de bleu vue près de la plage quand la fillette a disparu. 3 jours après la disparition de Cheryl, la police a reçu une lettre de rançon qu'elle a jugée crédible. L'auteur de la lettre exigeait qu'on lui remette 10 000 $ en échange du retour sain et sauf de Cheryl. Ils ont précisé que la fillette de 3 ans était actuellement indemne. Les enquêteurs ont organisé un échange à Bully, banlieue de Wollongong, avec des agents déguisés en employés municipaux à proximité. L'argent a été déposé, mais l'auteur de la lettre ne l'a jamais récupéré. On a d'abord craint que la vaste opération policière et la présence soigneusement placée d'agents en civil aient effrayé l'auteur, mais comme ce dernier n'a plus jamais repris contact avec les autorités, on a supposé que la demande de rançon était une supercherie. En 1971, Cheryl n'avait toujours pas été retrouvée et la police avait établi 3 principaux suspects dans l'affaire, bien qu'aucun n'ait pu être identifié de façon définitive comme l'homme que les témoins avaient vu le jour de la disparition. 15 mois après la disparition de Cheryl, un adolescent local s'est rendu à la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Le jeune homme de 17 ans, originaire du Victoria, a affirmé qu'il avait enlevé et ôté la vie à la fillette. Il aurait donné un aperçu des événements du 12 janvier, décrivant un portail en acier tubulaire, une barrière à bétail, un chemin et un petit ruisseau près de la zone où Cheryl a été tuée. Selon un article de l'Illawarra Mercury, plusieurs informations fournies aux enquêteurs étaient des détails du crime que seule la personne responsable pouvait connaître. Il a pu décrire le maillot de bain bleu que Cheryl portait le jour de sa disparition, ainsi que la serviette blanche qu'elle avait avec elle. Il a également pu décrire l'itinéraire qu'il avait emprunté depuis la plage jusqu'à la zone de Balgony où il avait enterré son corps.
L'adolescent a conduit les détectives dans cette zone qui était alors en cours d'aménagement pour des habitations. Il aurait dit à la police « Je pense que c'est ici, mais tout a changé ». Lors de son interrogatoire, le propriétaire du terrain a contredit la description faite par l'adolescent, précisant que la barrière à bétail était récente et n'existait pas lors de la disparition de Cheryl. Il a aussi noté l'absence de tout type de portail tubulaire. Les incohérences dans les déclarations de l'adolescent de 17 ans ont amené les forces de l'ordre à conclure que l'aveu était faux. Un rapport de police de l'époque a été rédigé par détective-sergent Philippe Findlay et indiquait, dans l'ensemble, il était considéré que sans preuve matérielle permettant de le relier directement à l'enfant disparu, il ne serait pas souhaitable d'engager une quelconque action contre lui à ce sujet pour le moment. Malgré les efforts de la police, qui comprenaient plusieurs appels publics et l'offre d'une récompense de 5 000 $, aucune trace de Cheryl Grimmer n'a jamais été retrouvée, et son affaire a commencé à se refroidir. Sa famille, entre-temps, a décidé de retourner au Royaume-Uni. L'histoire tragique de la disparition de leur fille a fait le tour du pays et est devenue un spectacle public, et ils ont eu du mal à vivre normalement en Australie car ils n'avaient plus l'anonymat qu'ils avaient autrefois. L'affaire de Cheryl est restée en sommeil pendant des années. Les années 70 sont passées, les années 80 aussi, puis sont arrivées les années 90, toujours sans aucun progrès dans l'affaire. Ce n'est qu'au début des années 2000 que l'affaire a de nouveau attiré l'attention des médias lorsque le ministre de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, Mike Gallacher, a déclaré qu'il était possible que la fillette de 3 ans et le coupable soient tous deux décédés à ce stade, mais qu'il espérait que quelqu'un connaisse la vérité et se manifeste avec cette information. Il a également émis l'hypothèse que la petite fille avait pu vivre pendant plusieurs décennies sans connaître sa véritable identité. Il a encouragé toute personne ayant des questions sur son passé et qui pourrait soupçonner être la fille des Grimmer à se manifester. En 2008, une femme s'est manifestée, mais un test acide désoxyribonucléique a prouvé qu'elle n'était pas la fillette disparue. En mai 2011, un coroner a officiellement déclaré que Cheryl était décédée, étant morte peu de temps après sa disparition. La cause du décès a été notée comme indéterminée et le coroner a recommandé que la police de la Nouvelle-Galles du Sud rouvre l'enquête. Carol Grimmer a exprimé sa conviction que sa fille était toujours en vie, déclarant « Ce n'est pas seulement l'espoir d'une mère, c'est une certitude ». Tenant compte des conseils du coroner, la police a offert une récompense de 100 000 $ pour toute information concernant l'affaire. Par la suite, les détectives de Wollongong et l'équipe des homicides non résolus de la brigade des homicides se sont réunis pour former une nouvelle unité appelée Strike Force Wesel. En 2016, une révision des preuves a été menée. Chaque détail a été saisi dans le système informatique de la police pour la première fois et un regard neuf sur l'affaire a révélé que de nombreuses pistes n'avaient pas été suivies de manière approfondie par les enquêteurs en 1970. Les enquêteurs ont estimé que l'aveu de 1971, en particulier, avait été écarté trop facilement. Munis de ces informations, ils se sont rendus à nouveau sur la propriété où le jeune homme de 17 ans avait affirmé avoir commis le meurtre. Les détectives ont interrogé le fils du propriétaire qui a contredit les déclarations précédentes de son père. Il a affirmé que la barrière à bétail était bien en place en janvier 1970 et que le portail tubulaire s'y trouvait également. Il y avait aussi un chemin menant à un ruisseau sur le terrain. Tous ces détails avaient été mentionnés par le jeune homme de 17 ans dans ses déclarations initiales. On ne sait pas pourquoi le propriétaire du terrain a contesté toutes ces affirmations en 1971. Plus tard cette année-là, il a été révélé que 3 témoins de 1970 s'étaient manifestés après s'être souvenus avoir vu un adolescent traîner autour du bloc de douche où Cheryl avait disparu. La police annonce avoir une piste sérieuse sur un homme vu avec un enfant aux cheveux clairs dans les bras lors de la disparition. L'homme serait dans la soixantaine et ils lui ont demandé de se manifester. En janvier 2017, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a commencé à enquêter sur l'école de formation pour garçons de Mount Penang. Ils croyaient que leur suspect principal avait fréquenté l'école de rééducation au début des années 70. Les enquêteurs ont indiqué qu'ils avaient reçu cette information de la part de quelqu'un qui pensait que d'anciens membres du personnel ou élèves pourraient éclairer leur enquête. Puis, en mars 2017, il semblait que l'affaire avait enfin été résolue. La police a annoncé le 23 mars qu'un homme avait été arrêté à Frankston, une banlieue de Melbourne, à 13h le 22. Il était en cours d'extradition depuis le Victoria. L'individu, dont le nom a été tenu secret, a été inculpé au poste de police de Wollongong pour l'enlèvement et le meurtre de Cheryl, puis emprisonné au complexe correctionnel de Silverwater.
Les enquêteurs ont noté qu'il était peu probable que le corps de Cheryl soit jamais retrouvé en raison du fait que de nombreux aménagements avaient eu lieu au fil des années depuis sa mort. Un mois plus tard, la police a annoncé qu'elle tentait de retrouver une famille qui avait fait une déclaration de témoin le jour de l'enlèvement. Après la disparition de la fillette, la famille a déménagé en Papouasie-Nouvelle-Guinée avant de retourner dans le Nottinghamshire en Angleterre. Interpol a aidé à retrouver la famille et ils ont finalement été localisés. Leur témoignage était considéré comme très important dans l'affaire judiciaire. Encore un mois s'est écoulé et en mai, il a été révélé que le suspect en détention était la même personne qui, à l'âge de 17 ans, avait avoué les meurtres en 1971. À l'époque, ces aveux avaient été rejetés en raison d'incohérences, mais les enquêteurs avaient désormais dissipé ces incohérences. L'accusé avait actuellement 63 ans, mais il avait environ 16 ans au moment du meurtre, ce qui faisait de lui un mineur. C'est pour cette raison que son nom n'a jamais été divulgué. L'individu était né au Royaume-Uni comme Cheryl et avait déménagé en Australie dans les années 60. Pendant cette période, plus d'informations sur les aveux de l'homme ont été révélées et il a été noté de façon glaçante qu'il avait dit au médecin, en 1970, qu'il avait des pulsions suicidaires et des envies de tuer d'autres personnes. Dans son aveu de 1971, le suspect a affirmé qu'il s'était caché avec Cheryl dans un égout à proximité pendant environ 35 minutes après l'avoir emmenée. Il lui a bâillonné la bouche et attaché les mains dans le dos. En sortant de l'égout, il a marché environ 1,8 km avec la petite fille jusqu'à Balgony. Selon le procureur de l'affaire, le suspect avait l'intention d'agresser sexuellement Cheryl, bien que l'homme de 63 ans ait ensuite nié cette accusation, la qualifiant, je cite, de connerie. Dans sa confession, il a dit à la police qu'il avait retiré le bâillon de la bouche de Cheryl, mais qu'elle s'était mise à crier et l'avait ignoré quand il lui avait dit de se taire. Il a rapidement mis ses mains autour de son cou et l'a étranglée à mort dans le but de la faire taire. Ensuite, pris de panique, il lui a enlevé ses vêtements et a recouvert son corps de branchages et de terre avant de retourner à la plage de Ferry Meadow. En mai 2017, le suspect a demandé une libération sous caution. Les procureurs s'y sont opposés, affirmant qu'il représentait un risque de fuite puisqu'il n'était pas citoyen australien et possédait toujours un passeport britannique. L'accusation a souligné que les preuves contre l'homme de 63 ans étaient solides, déclarant qu'il avait dit avoir séjourné à cette époque dans une auberge de Sydney, pris le train pour Ferry Meadow ce matin-là et passé du temps à la plage. Il a ensuite fourni des détails significatifs concernant les circonstances entourant la disparition de Cheryl, des détails qui sont confirmés par des témoignages oculaires et des éléments que, selon l'accusation, seul l'auteur des faits pouvait connaître. Pendant ce temps, l'avocate du suspect, Laura Fennell, a déclaré qu'il serait soutenu lors du procès que son client souffrait d'importants troubles mentaux au moment de ses aveux en 1971, rendant sa confession irrecevable. Elle a ajouté que l'affaire était déjà particulièrement fragile et qu'au début des années 1970, il avait également avoué le meurtre d'un gardien de prison, mais que cela s'était avéré faux. Finalement, le juge Michael Studard a refusé la libération sous caution, affirmant lors de mon entrevue qu'il semble y avoir un dossier solide contre l'accusé pour l'accusation de meurtre. Il a souligné qu'aucune condition de libération sous caution ne pouvait atténuer le risque qu'il posait s'il était relâché. Le suspect a comparu devant la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud le 7 septembre 2018 par liaison vidéo. Il a confirmé son nom, a plaidé non coupable et n'a rien ajouté. Son procès devait commencer en mai 2019. Cependant, le vendredi 15 février 2019, un juge a statué qu'une partie essentielle du dossier de l'accusation ne pouvait pas être utilisée comme preuve lors du procès, cette preuve étant les aveux du suspect datant de 1971. L'aveu ne pouvait pas être utilisé car le suspect était mineur à l'époque et n'avait pas de représentant adulte présent lors de l'interrogatoire de la police, et même si cela n'était pas légalement nécessaire dans les années 70, le juge Robert Alan Holm a statué que l'entretien devait être exclu pour des raisons d'injustice. Il a également fait référence au témoignage de psychologues qui avaient examiné l'affaire pour le procès et a noté que l'homme de 63 ans avait un faible niveau intellectuel et aurait été plus vulnérable à l'influence à l'époque. Comme cette preuve était cruciale pour l'affaire, le ministère public a estimé qu'il ne pouvait pas poursuivre. L'homme a été libéré et son affaire est restée en suspens depuis. Carol et Vince Grimmer sont décédés peu de temps après la réouverture de l'affaire en mai 2011, mais les frères de Cheryl, Ricky et Steven, ont exprimé leur surprise et leur détresse face à l'issue des événements récents. Ricky Nash a déclaré aux journalistes « Nous sommes un peu engourdis et choqués. Aucun mot ne peut décrire ce que je ressens en ce moment. » Steven Grimmer, quant à lui,
a déclaré en 2016 « Ma mère et mon père sont décédés sans savoir et nous voulons aussi savoir avant de partir ». Ricky, l'aîné des frères, semble avoir été le plus affecté par la disparition de Cheryl, déclarant « Les décisions que j'ai prises ce jour-là étaient à mauvaises. Ça m'a suivi toute ma vie. Je veux juste que ça se termine. Je n'aurais pas dû partir. » Il a ajouté que tous disent que ce n'est pas ta faute. Mets-toi à ma place, ressens ce que je vis. Ricky a exprimé son désir de connaître l'emplacement des restes de sa sœur, affirmant « Donnez-nous quelque chose pour que nous puissions faire notre deuil ». Cheryl Jean Grimmer a été vue pour la dernière fois près des douches sur la plage de Ferry-Meadow, en Nouvelle-Galles du Sud, le 1er janvier 1970. Elle n'avait que 3 ans au moment de sa disparition et mesurait environ 1 mètre, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Une caractéristique physique distinctive de Cheryl est qu'elle a un nombril qui dépasse d'1 centimètre en raison d'une condition médicale. Elle a été aperçue la dernière fois en maillot de bain bleu roi avec des empiècements en filet tenant une serviette blanche. Il y a actuellement une récompense d'1 million dans son affaire. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez appeler Crime Stoppers au 1-8 333 000. Et voilà les faits. Laissez un commentaire avec vos réflexions et spéculations. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.